Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous accueillir pour cette grande soirée consacrée à l'avant-premier tour des élections législatives en partenariat avec nos amis de France Bleu Armorique et France Bleu Brésil. Ce soir, nous vous proposons 3 débats pour 3 circonscriptions. Dinan, Brest-Centre, Guingamp-Ostronin. Pour chaque débat, les candidats auront 30 minutes pour confronter leurs idées sur des thématiques qui concernent votre quotidien. Voilà, belle soirée à tous, restez avec nous. Tout de suite, un coup de projecteur sur la capitale du Finistère, Brest. Merci de nous rejoindre donc pour le premier débat de cette grande soirée, débat consacré à la deuxième circonscription du Finistère, Brest-Centre, que vous pouvez d'ailleurs suivre également sur France Bleu en direct. Et justement avec moi pour co-animer cette soirée des législatives, la journaliste de France Bleu Brésil, Valérie Lenigène. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on va vous présenter nos invités. Mais avant cela, je vous propose justement de regarder en quelques chiffres le portrait robot de cette circonscription. Tout cela est préparé par Romuald Bonan. Signe particulier, la deuxième circonscription du Finistère est urbaine, avec Brest en son cœur. Selon l'Observatoire des inégalités, la ville est la troisième la plus pauvre du département, avec un taux de pauvreté de 17%. Lors des européennes, 2 listes sont arrivées au coude à coude. 22,08% des suffrages pour Raphaël Glucksmann, 21,06% pour Jordan Bardella. Suivent les listes de Valérie Ayer, Manon Aubry et Marie Toussaint. Une circonscription qui est aussi confrontée au problème de délinquance dans certains quartiers brestois. Peut-être une des explications pour la seconde place du RN aux européennes de 2024. Pour rappel, lors du premier tour des législatives en 2022, le RN n'était arrivé qu'en 4e place. Jean-Charles Larsonneur, ex-LREM et centriste depuis, avait remporté le siège avec 118 voix d'avance face au candidat de la NUPES, Pierre-Yves Cadalin. Les deux sont à nouveau présents parmi les 10 candidats le 30 juin. Et pour ce premier débat, 5 candidats ce soir. Jean-Charles Larsonneur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député sortant, longtemps majorité présidentielle, désormais candidat de divers centres indépendants. Tristan Breillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Renaissance, donc investi par la majorité présidentielle, vous êtes conseiller régional. Pierre-Yves Cadalin, vous êtes le candidat du Nouveau Front Populaire, vous êtes LFI, France Insoumise, et vous êtes par ailleurs chercheur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. Denis Kervella, vous êtes le candidat Rassemblement National. C'est ça. Vous êtes ancien directeur de la Banque de France dans le Finistère. Tout à fait. Et Françoise Ouar, candidate LR, conseillère municipale à Brest. Donc vous siégez actuellement dans l'opposition municipale à Brest. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Et on rappelle qu'il y a 5 autres candidats également engagés dans ces élections législatives sur Brest-Centre. Vous voyez leurs noms apparaître. Je vais les citer: Melvin Ita, Rémi Collard, Martial Kofi, Alain Rousseau et Geneviève Henry. Avant de rentrer dans le détail de vos propositions pour votre campagne, notamment sur 2 thèmes que nous avons choisis, l'insécurité et le pouvoir d'achat, une question politique. Il y en aura une seule, elle sera pour vous, Jean-Charles Larsonneur, et vous, Tristan Breillet. Le chef de l'État a annoncé cette dévolution comme un acte de clarification. Moi, je me mets à la place des électeurs de Brest-Centre qui ont voté Emmanuel Macron. Quand ils voient 2 candidats se réclamant de la majorité présidentielle, qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui? On est loin de la clarification. Justement, c'est une élection de clarification. Moi, je dirais 3 choses assez simples. Si on avait un bon député, un député rassembleur et un député qui avait été capable de faire le job sur les dernières années, il n'y aurait pas eu de candidat face à lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Charles Larsonneur, depuis longtemps, est isolé. Il est non inscrit. Il n'a pas de groupe. Il a peu de poids politique, voire pas de poids politique, du fait d'être tout seul à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans une élection telle que celle-ci, ce n'est pas possible. Troisièmement, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Jean-Charles Larsonneur a fait 5 partis politiques en 7 ans. Donc je pense que cette clarification, elle est hyper importante. Moi, je porte une candidature de stabilité, de cohérence, de constance, et Gabriel Attal et la majorité présidentielle me font confiance, et c'est ce qu'on doit aux électeurs de la deuxième circonscription du Finistère. Larsonneur, où est-ce que vous vous situez par rapport à la majorité présidentielle? Quand ça tangue, il faut garder le cap. Et moi, j'ai toujours gardé un cap clair auprès des Brestois, des habitants de la circonscription, depuis 2017. La majorité, elle a pas mal bougé, hein. Mais moi, j'ai toujours proposé un cap pour une économie, je dirais, ouverte, pas que pour les plus riches ou les plus fortunés, une ligne très claire sur la sécurité, et puis une écologie sérieuse, voilà, scientifique. Je voudrais dire une chose quand même, Monsieur Breillet. Monsieur Breillet, regardez-moi dans les yeux pour une fois.
sincèrement. Le moment est grave. Le sujet, c'est de proposer un programme sérieux par rapport à 2 programmes. Programme de la LFI, programme du RN, programme sérieux. Du nouveau Front populaire. Par 2 fois, en 2 ans, vous avez présenté un candidat pour essayer de barrer la route à un candidat modéré, du champ républicain. Est-ce que vous pensez vraiment que les habitants de la métropole ne se figurent pas vos petites combines, vos petites magouilles? Vous êtes tout seul. Il faut comprendre. Et je veux vous dire, Non, mais après, on va passer très clairement qu'à votre place, une question à vous poser. j'aurais honte, Jean-Charles monsieur Brier. J'aurais honte, Brier, monsieur Brier. S'il vous plaît, une question toute simple qui va aussi peut-être clarifier le débat. En cas de deuxième tour, si vous n'êtes pas présent, est-ce que vous désistez pour Tristan Brier? Et la question vaut pour vous aussi, Tristan Brier. Est-ce qu'il y a un désistement automatique si c'est pour le candidat qui arrive en tête? Ça dépend des positions, évidemment. Attendez, ça dépend qui est devant. Si M. Brier arrivait par chance devant moi... Vous désistez? Bien sûr. Tristan Brier? Moi, l'option, elle est d'être le premier. Oui, Et il n'y aura pas de question, mais bien évidemment, il n'y aura pas de question. Mais je suis investi par la majorité républicain contre les projets extrêmes. Allez, on passe à nos thématiques. Et effectivement, on a choisi 2 de vos préoccupations, hein, l'insécurité et la question du pouvoir d'achat. Alors pourquoi le pouvoir d'achat? Eh bien parce que c'est l'une des grandes préoccupations du moment. À Brest, le salaire moyen est de 2100 € net par mois. Avec l'inflation et l'augmentation du prix de l'énergie. Écoutez ce qu'en disent ces Bretons. Comme tout le monde, je vois que ce qu'on achète augmente à chaque fois. Donc là, on regarde plus les prix. 48 €, j'ai pas fini mes courses. Par rapport au caddie d'il y a 6-8 mois, il y a 15 € d'écart. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Partir en vacances, ça fait 5 ans que je ne suis pas partie en vacances. Je prends maintenant la viande et les légumes et les fruits ici au marché. Qualité-prix, quoi. Voilà, je regarde le rapport qualité-prix. Je m'aperçois que tous les gens, ils regardent les étiquettes, ils ne disent rien, ils regardent le prix et puis ils font en fonction. Pierre-Yves Cadalin, vous êtes le candidat du nouveau Front populaire. Dès le 1er juillet, on annonce une hausse de 12% du prix du gaz. Qu'est-ce que vous proposez pour le pouvoir d'achat? Cette question est absolument essentielle et on nous le dit au porte-à-porte. Par exemple, dans le quartier de Bellevue, à Kergouat, il y a 37% de pauvreté. Vous avez rappelé les taux de pauvreté à Brest qui sont extrêmement élevés et donc il faut y répondre clairement avec une nouvelle orientation politique. Et je suis en charge dans la circonscription, de porter cette grande alliance, celle du nouveau Front populaire avec l'augmentation du SMIC, l'augmentation du SMIC à 1600 € net, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 10% et une grande mesure qu'il est temps de mettre en place, l'indexation des salaires sur les prix. Car aujourd'hui, ces derniers temps, les prix ont augmenté et ils ont surtout augmenté parce que les profits ont augmenté. 50% de l'augmentation des prix est liée à l'augmentation des profits. Et je veux dire un mot sur l'imposture totale qui est celle du Rassemblement national sur la question sociale. Ils ont voté contre la hausse du SMIC, contre le gel des loyers, contre la revalorisation des petites retraites. Et maintenant, on voit Jordan Bardella dire attention, non, finalement, je n'exonérerai plus les plus jeunes de l'impôt sur le revenu. Alors, nous sommes cohérents. Nous créons des nouvelles dépenses sociales pour réduire les inégalités et nous mettons des recettes en face. Alors, vous avez interpellé le programme des dépenses sans les recettes. Il va vous répondre. Denis Carvel, pour le Rassemblement national, votre mesure phare, c'est la baisse de la TVA. La mesure phare, bien évidemment, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques de première nécessité. Il ne faut pas oublier quand même une autre mesure que nous proposons, c'est de favoriser l'augmentation des salaires en exonérant les hausses de salaire jusqu'à 10% des charges patronales, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi avec le coût du travail. Et la retraite à 60 ans, c'est oui ou c'est non? Parce que beaucoup d'électeurs, je vais à leur rencontre, me disent, écoutez, on a voté pour la liste de Jordan Bardella parce qu'il nous promet de la retraite à 60 ans. Et maintenant, je comprends que c'est plus si clair, qu'il y aurait un audit financier. Oui, je vois. Écoutez, on est en train de, comment dirais-je? C'est pas la foire à la saucisse. On est en train de mettre de la confusion dans les esprits. On sait très bien, et vous en êtes responsable, Monsieur Brier aussi, pas vous personnellement effectivement, que notre économie est aux abois, nos comptes publics sont complètement dans le rouge et on est au bord de la faillite. Donc lorsque nous allons, si c'est le cas, intervenir, on sera obligé de faire des choix. Et dans un premier temps, effectivement, ce sera une incitation aux augmentations de salaire et une baisse de la TVA. Françoise Ouart, sur ce pouvoir d'achat, sur ces factures qui sont compliquées à payer pour certains Bretons, qu'est-ce que vous proposez? Bien, qu'on aide, évidemment. D'abord, je voudrais, avant que vous me posiez la question, préciser ma position par rapport à M. Ciotti. Et la position de notre groupe, nous nous sommes réunis, le comité de circonscription, nous avons
voté et nous sommes opposés à Ciotti. Donc, alors, voilà. Pour ce qui concerne votre question... Sur la question du pouvoir d'achat. Eh bien, beaucoup a déjà été fait et c'est très difficile. Et c'est vrai que notre circonscription a des grosses difficultés en termes de pouvoir d'achat. Mais malgré tout, je pense qu'il faut tenir compte de ce que vous venez de dire. Alors peut-être pas comme ça, mais c'est vrai que nous avons des comptes dans le rouge. Nous empruntons régulièrement de l'argent et je pense qu'il faut tenir compte de ça avant de prendre d'autres mesures. Donc pas de nouvelles mesures. Je pense si, bien sûr. Honnêtement, bien sûr que si. Honnêtement, je pense qu'il faut avoir en tête une chose. Il y a eu une forme d'électrochoc aussi chez nous, majorité présidentielle le dimanche soir des élections européennes. Cet électrochoc, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit le Père Noël en juin comme la France Insoumise le propose. En revanche, il y a eu des mesures... Donc vous faites confiance au marché. Non, mais il y a des mesures. Non, mais il y a des mesures très claires que je vais donner. Des baisses seulement en février. 15% de réduction de la facture d'électricité, mutuelle à 1 € par jour, baisse des prix sur les fournitures scolaires, prime jusqu'à 10 000 € dans les entreprises et aussi une taxe sur le rachat d'actions, notamment pour financer les questions de transition écologique. Ce sont des mesures fortes, ce sont des mesures financées. Ce n'est pas la gabegie financière que propose la France Insoumise. Et c'est pas non plus le refus d'obstacle du Rassemblement National où Bardella, quand il voit qu'il faut qu'il sorte un peu de ses musiques TikTok, qu'il doit aller à Matignon, il y a le refus d'obstacle et on le voit. Jean-Charles Larsonneur, est-ce que vous jouez une autre musique sur le pouvoir d'achat ou est-ce que vous êtes sur la ligne Faire de la politique, Robin Durand, c'est écouter. Ce qu'on a entendu à la télé, là, c'est ces personnes qui s'expriment, c'est la circonscription aussi. Et moi, je pense que ces personnes ont conscience que ne pas leur mentir, c'est pas le pouvoir d'achat réel. Ces gens ont conscience que ce qui vous leur promettez monts et merveilles, et que c'est mangé tout de suite par l'inflation, par des taux d'intérêt qui explosent, ce qui est à peu près le programme de la LFI, ou d'ailleurs du C'est vous qui avez fait monter les taux d'inflation. Eh bien, écoutez, que vous avez mené évidemment que ces gens ne sont pas dupes et qu'ils pensent que ça ne va pas fonctionner. Ils ne sont pas idiots. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, vraiment. Alors, il y a deux choses à faire qui sont vraiment importantes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a deux choses à faire. D'abord, il y a des professions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé pendant 7 ans, notamment celle du soin, de l'aide à la personne. Il faut élargir toutes les aides à ces secteurs, notamment le secteur de la santé et aux oubliés du Ségur. Oui. Mais on le parle service bien public là de proximité. Du pouvoir d'achat aujourd'hui. Mais attention, c'est important pour ces personnes-là. Oui. Quand on voit qu'au CAPES, des métiers essentiels comme les enseignants, eh bien, il y a quand même des places non pourvues parce que le métier n'attire plus. Et il y a quand même un petit sujet de pouvoir d'achat aussi. Il y a le sens de la mission, et puis il y a aussi ce qu'on veut bien donner à des personnes qui exercent, je pense, des métiers d'une utilité publique capitale. Vous êtes tous exprimés effectivement sur votre programme, sur le pouvoir d'achat. Mais comment est-ce que vous financez Denis Carvela, Bercy estime à 17 milliards le coût de la baisse de la TVA sur l'énergie que vous proposez. Et la Commission européenne aujourd'hui a épinglé la France pour son déficit public. Oui, c'est du fait de quelle gestion ? Parce que j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu. Et votre programme a été évalué à 100 milliards d'euros, donc vous allez aggraver la situation, non ? On est dans les... Comment dirais-je ? On est dans la... appel aux banquiers, là. Hein, on est dans la caricature complète. On a prévu un certain nombre de dépenses, c'est le cas de tous les programmes, que je sache. Par exemple, on a prévu effectivement de recruter des juges, parce qu'il n'y en a pas assez. Et comment vous financez tout ça ? Est-ce que, concrètement, est-ce que la feuille d'impôt des Français va augmenter ? Attendez que je vous explique. Si jamais on a, par exemple, 3 000 ou 5 000 juges à recruter, vous imaginez bien que le 14 juillet, ils ne sont pas là devant la porte à partir. Il faut les former, etc. Donc, quand on dit... Avec les impôts de qui ? Quand on dit, le projet du RN, c'est 100 milliards tout de suite, c'est une caricature et ce n'est pas crédible. Bien évidemment, on est conscience qu'on est contraint au niveau budgétaire, on est contraint par la situation qui nous est laissée. L'exonération, par exemple, de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, on décale, on met la poubelle ? Et donc, la première des choses à faire, c'est de remettre de l'ordre dans les finances publiques, de faire un audit et de tailler dans les dépenses, celles qui ne servent à rien,
celles qui sont contre-productives, ce qui ne sert à rien. Donc on comprend que le Rassemblement national revient sur absolument toutes ses promesses depuis... C'est absolument faux. Pour reprendre Noël avant l'heure, effectivement... 50 milliards d'euros, votre programme sur le pouvoir d'achat est chiffré à 50 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur du budget PS de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. D'économistes comme Thomas Piketty, Julia Cagé, Gabriel Zullman, qui sont des économistes de renommée internationale. Et par ailleurs, le Père Noël, je suis désolé, mais sous le macronisme, il est passé pour les plus riches dans ce pays. Et d'ailleurs, le Rassemblement national a l'intention de faire exactement la même chose, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'ils ne vous disent pas comment ils financent leur programme, car nous le finançons à partir d'une réalité. C'est que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du premier, eh bien, c'est 80 milliards de manque à gagner par an du fait de la fiscalité favorable qu'il a appliquée au plus haut patrimoine. Il faut donc changer ça par une politique classique de gauche qui réunit toutes les forces de gauche, syndicales, associatives, citoyennes. François Hollande à Philippe Poutou. C'est-à-dire l'impératif de redistribution des richesses, une fiscalité plus progressive, le rétablissement de l'ISF. On va laisser parler Françoise. Concrètement, pour les LR, et vive la justice sociale. La fiche de salaire, est-ce qu'elle va augmenter ? Il faudrait augmenter celle des plus fragiles d'entre nous, les aider. Pour autant, c'est vrai que nos comptes ne nous permettent pas de faire des excès. Parce qu'in fine, ça se reportera quand même sur les plus fragiles. Bien sûr. Alors ça, c'est le consensus, vous voyez, de toute la droite et l'extrême droite. Donc heureusement, il y a une alternative dans ce pays, le nouveau Front populaire. Christian Brier, ne pas augmenter les impôts, c'est toujours d'actualité ? Je crois que c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Je pense qu'on a tout de même peut-être un sujet. Moi, là-dessus, je me permets une petite proposition aussi, dans le cas où je serai élu député. Il y avait un rapport, le rapport Pisani-Ferry, qui proposait d'avoir une contribution sur les plus hauts revenus pour financer la transition écologique. Ça, je pense que c'est des sujets qu'on pourrait éventuellement remettre sur la table. Et le rapport Pisani-Ferry dit 70 milliards de plus par an nécessaires pour financer la transition écologique. Donc notre programme est réaliste, il est à hauteur de l'enjeu écologique et social de notre époque. Jean-Charles Asselin, pour conclure, on ne touche pas aux impôts ? On ne touche pas aux impôts, certainement pas, vu leur niveau actuel en France, évidemment. Plutôt en accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Quand même, quand on voit, plutôt en accord. Quand on voit quand même que un ministère est entouré de 6 agences avec une tutelle douteuse, des taux d'encadrement à 40%, ça veut dire que globalement c'est une administration administrante pour elle-même, quoi. On gâche aussi l'argent des Français. Donc il y a un moment, ça c'est plus possible. Il y a des économies à faire et ce travail n'a pas été engagé sérieusement depuis 7 ans par le gouvernement, les gouvernements successifs. Donc vous êtes bien dans l'opposition au gouvernement. Je suis indépendant et donc indépendant, donc non inscrit, donc sans aucun poids politique. Dans l'Assemblée de demain, vous verrez que ces groupes-là vont compter. Allez, ces groupes-là vont compter. On poursuit. On doit passer au deuxième terme. On passe au deuxième terme. Allez, on avance. Autre préoccupation qui transpire dans les enquêtes d'opinion, mais aussi dans les conversations du quotidien. Et vous l'avez sans doute constaté sur le terrain dans votre circonscription. Ce sont toutes les questions qui touchent à la sécurité et au sentiment d'insécurité. Brest, et notamment ces quartiers sensibles, n'ont pas été épargnés ces derniers mois par des faits divers, des rodéos urbains, des tirs de mortier. Et puis bien sûr, ces opérations coup de poing menées par la police sur les points de deal. Regardez ces images. C'était en février dernier, une centaine de policiers déployés dans le quartier de Bellevue pour une opération anti-drogue, opération baptisée Place Nette, c'est le terme utilisé par le ministère de l'Intérieur. Bilan, 70 interpellations, 15 gardes à vue, 4 kilos de cannabis, 103 grammes de cocaïne et 300 grammes d'héroïne. Je suis précis. Denis Carvela, est-ce qu'avec le Front National à Matignon, ce genre d'opération sera démultiplié ? Avec le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Est-ce que oui, tout à fait. Tout à fait. En ce qui concerne la sécurité, vous savez très bien que c'est une de nos préoccupations. Donc la première des choses, ça va être de la réarmer en moyens et en effectifs, ainsi que la justice, et deuxièmement, d'avoir une politique des peines. À quel niveau ? Tout le monde. Il y a déjà eu beaucoup d'efforts budgétaires sur les effectifs. Vous mettez où le curseur ? Nous avons décidé de mettre 1,5 milliard sur la sécurité et la justice pendant plusieurs années. 1,5 milliard, c'est ce qu'on vient de jeter dans l'eau de la Seine pour que on puisse s'y baigner le temps des Jeux Olympiques. Donc, quand on veut, on peut. Pierre-Yves Cadalin, est-ce que ce type d'opération coup de poing, Place Nette, ça se poursuivrait avec le nouveau Front populaire ? Eh bien, nous sommes attentifs à un rapport sénatorial qui a été publié le mois dernier précisément et qui fait une évaluation assez contrastée de ce type d'opération car elles ne sont pas particulièrement efficaces pour démanteler les réseaux. Donc, alors, comment vous faites ? Il nous semble qu'il faut mettre des moyens dans le renseignement humain,
dans la police judiciaire et frapper en haut du spectre. Car si l'on ne fait que frapper en bas du spectre, eh bien, on peut produire des opérations de communication comme le ministre Darmanin adore le faire, mais ça ne change pas fondamentalement le problème, même si, pour les habitants, je ne le nie pas, eh bien, c'est peut-être un soulagement de 2-3 mois, mais le problème ne fait qu'être déplacé au sein de la circonscription. Donc, il faut prendre le problème à bras-le-corps, à partir d'une politique de service public, et également, je tiens à le dire, du rétablissement de la police de proximité à Bellevue. On m'a beaucoup parlé de Jean-Louis Lamour, qui était un policier qui jouait au foot avec les habitants. Il était extrêmement apprécié. Il était extrêmement apprécié et c'est très important, vous voyez, de reconstruire, de renouer le lien entre la police et la population. Moins d'opérations coup de poing, plus de policiers sur le terrain? Déjà, il faut dire une chose, c'est que la majorité présidentielle a un bilan, et honnêtement, un bilan intéressant sur Brest. C'est le mien, M. Brier. Oui, enfin, vous faisiez des communiqués de presse après que les annonces aient été faites. Ça, c'est vos mensonges, comme d'habitude. Donc, plus de policiers, du recrutement aussi de magistrats. Moi, je crois beaucoup en la présence humaine. Après, on a un sujet aussi avec la municipalité à Brest sur la police municipale, il ne faut pas l'exclure, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas opposer la police à la population, comme le fait assez souvent LFI. Sur les questions de sécurité, à Brest, il y a quand même un sujet très important aussi, c'est la question de la défense. Et moi, j'ai envie peut-être d'entendre M. Cadalin, l'antimilitariste, député de Brest, que fait-il sur les questions de défense alors qu'on a l'île-langue, alors qu'on a ces questions de défense qui sont extrêmement importantes, et c'est gravissime. C'est gravissime pour la Alors, interpellé, et après on va faire parler François. Voilà, si vous me laissez répondre sur ce point, car encore une fois, Jean-Charles Larsonnat et Tristan Brier sont dans la caricature, et je crois ce livre d'ailleurs un spectacle assez désolant compte tenu de la gravité du contexte. Eh bien, la politique internationale de paix, et je suis spécialiste des relations internationales, vous le savez très bien, elle est au cœur du programme du nouveau Front populaire. L'enjeu diplomatique aujourd'hui, à l'Est comme au Proche-Orient, c'est de renouer avec la paix et que cesse eh bien, les conflits qui risquent de terminer en guerre généralisée. Il y a donc une doctrine de défense, une doctrine internationale. Qu'est-ce que vous dites au Brestois de la paix, philosophe? Eh bien, ce que je dis au Brestois, c'est que la politique internationale de paix, qui sera celle du nouveau Front populaire, fera également tout pour éviter ce qui est un risque majeur aujourd'hui, la guerre, le risque de guerre nucléaire que nous connaissons bien. J'ai ramené pendant 7 ans des équipements à Brest. Écoutez, vous livrez des alors on laisse Jean-Charles Larsonnat, le Rassemblement national risque d'arriver au pouvoir. On n'entend rien. C'est le 7 ans de travail à l'Assemblée, Monsieur Cadalin. Pierre Cadalin, s'il vous plaît, laissez parler. 7 ans de travail à l'Assemblée sur la défense nationale. Il y a encore beaucoup à faire, les militaires le savent, et les personnels de la défense le savent aussi. On reste sur la sécurité. Pas un seul chiffre dans votre programme. Elle est sur la sécurité. Peut-être un mot quand même, parce que je ne l'ai pas entendu. Alors, les opérations coup de poing, c'est bien, c'est utile, mais ça ne fait pas tout. C'est tout à fait vrai. Voilà. On n'en a pas parlé, mais brigade de sécurité dans les transports. Je veux qu'on coproduise. Le travail est lancé, il faut aller au bout. Avec les collectivités, avec la mairie de Brest, avec les collectivités, une brigade pour les transports. Parce que jusqu'ici, il n'y en a pas, et ça pose problème. La drogue, bien sûr, et on ne parle pas du consommateur. On ne parle pas du consommateur. Peut-être quand même qu'à un moment, si on vend de la drogue, il faut se rendre compte que derrière, il y a des gens qui achètent. Vous avez rappelé que vous étiez pour le retour de la police de proximité que Nicolas Sarkozy a stoppé en 2003. C'était 150 policiers de plus à Brest. Le maire socialiste de Brest les réclame depuis Il a raison. Années. Moi aussi. Mais vous, on le fait ensemble. Alors on le fait ensemble. Mais vous étiez dans la majorité présidentielle ces dernières années. On a eu quand même des belles augmentations, à peu près plus 100 effectifs en net sur 7 ans. Donc ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. C'est bien. Et c'est... En fait, on était sous la moyenne nationale avant. Maintenant, on est très nettement au-dessus. Mais petit déclin avec les JO. Attention. Donc moi, je suis très, très vigilant sur la rentrée, là. Et puis alors, je demande quand même beaucoup plus. C'est-à-dire que je pense que pour avoir un vrai choc de sécurité à Brest et dans la circonscription, il faut entre 50 et 70 agents en plus. À mixer peut-être police municipale, vous êtes candidate aux législatives, police nationale et gendarmerie, bien sûr. Voilà, est-ce que vous soutenez le maire, François Cuillant, le maire PS, dans sa demande de plus d'effectifs? Oui, certainement, mais je vais reprendre quand même ce que vous venez de dire, enfin du moins ce que j'ai compris dans ce que vous veniez de dire, à savoir qu'on a besoin à Brest d'une police municipale. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Première chose. Deuxième chose, oui, augmenter les effectifs. Et en ce qui concerne les opérations place nette, bon, il y a un côté psychologique évident. Et je crains quand même que les points de deal se reconstituent, voire se déplacent légèrement. Mais il y a toujours des problèmes de drogue à Brest et il faudrait effectivement responsabiliser les consommateurs. Denis Carvela, en février, le sous-préfet de Brest a envisagé que les délinquants, lorsqu'ils sont condamnés, ne puissent plus avoir accès à des logements sociaux.
Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je suis tout à fait favorable. Il y a un autre aspect qui n'a pas été... Ça a été fait, on l'a fait ensemble. Il y a un autre aspect qui n'a pas été évoqué, c'est le rôle important de la délinquance d'étrangers sur notre territoire. Donc vous savez qu'au niveau du Rassemblement national, nous avons 2 mesures que nous comptons absolument faire passer. C'est l'expulsion des délinquants et des criminels étrangers. On ne parle pas des étrangers, on parle des délinquants et des criminels. Et l'expulsion des clandestins. Je vais juste rajouter une chose, parce que je pense que sur ces questions de sécurité, effectivement, tous les sujets qu'on a traités sont extrêmement importants. Néanmoins, moi je crois beaucoup aussi à l'éducation. Et honnêtement, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille au bout du sujet du service national universel, parce que c'est le moyen aussi de refaire Concorde, de refaire de société. On a besoin de ça aujourd'hui. Et c'est par l'éducation qu'on arrivera aussi à résoudre un certain nombre de problèmes. On les voit plus, il y a plus de Pierre-Yves Cadalin, sur la proposition du sous-préfet de retirer, d'enlever les locations, de demander aux bailleurs sociaux d'enlever les locations délinquants, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qui relève, je ne pense que ce genre d'approche n'est pas la meilleure approche, parce qu'il me semble qu'il faut revenir tout de même aux causes du problème. C'est comme cela, d'ailleurs, qu'on va combattre efficacement l'extrême droite et le Rassemblement national. Si les trafiquants avancent, si les délinquants avancent, c'est parce que les services publics reculent. Et il n'y a qu'un vote efficace pour la police de proximité, c'est celui pour ceux qui ont mis cela dans leur programme, c'est le nouveau Fonds populaire. Vous avez voté contre tous les budgets de l'Assemblée pendant 7 ans sur la police. Possible aujourd'hui. Je vous parle de la police de proximité, je vous parle de mettre des éducateurs dans les quartiers populaires, je vous parle de réinvestir dans les services publics, je vous parle de faire ce que vous n'avez pas fait pendant des années, ni vous, et que le Rassemblement national ne propose pas non plus. Il y a une alternative positive dans le pays et je demande à celles et ceux qui nous écoutent de bien voir que l'espoir est possible. Nous pourrons avoir une majorité parlementaire. Non, mais juste une petite précision. Monsieur, comment dirais-je, Brégé vient de nous indiquer qu'il croyait à l'éducation. Tout le monde croit à l'éducation, c'est gentil. Si je prends comme, par exemple la délinquance des mineurs, l'essentiel des peines est basé sur des mesures éducatives. Les jeunes délinquants sont contre-foot, ça ne marche pas. Il faut passer à une sanction immédiate et tout de suite. Avant cela, couvre-feu pour les mineurs avant 23 heures, vous êtes tous d'accord? Il y a 67% des Français qui se disent favorables à ce couvre-feu à partir de 23 heures. Moi, je suis engagée auprès des enfants, enfin donc la délinquance, dans mes engagements citoyens. Et c'est vrai qu'il faudrait responsabiliser les parents. En fait, les parents ont une obligation éducative et ils ne l'assument pas. Et comment? Eh bien, je ne sais pas, mais quand j'étais très jeune... Il faut les prendre par l'argent. Oui, voilà. Avec des amendes et en tapant dans les allocations familiales. Quand j'étais très jeune... toute seule. Non, mais effectivement, je pense que plus de délinquance, à mon sens, bien ces quartiers. À mon sens, je pense que on voit bien, et le débat montre bien, et je vois qu'on arrive quasiment à la fin du débat, mais on voit bien que à la fois les outrances et puis les délires un petit peu du Rassemblement national sur la mise en place en réalité d'un État complètement policier, une forme d'ignorance sur la France insoumise et la NUPES 2.0. Je pense que honnêtement, sur ces questions-là, la modération, le bloc central est aussi la bonne solution. Et c'est pour ça que je vous envoie à voter pour le bloc central. Le Front populaire, dans son programme, remplace l'IGPN, la police des polices, par un organisme indépendant. Oui. Vous n'avez pas confiance? Quelle est la... Vous n'avez pas confiance en la police aujourd'hui? L'IGPN est un organisme qui dysfonctionne car les enquêtes, bien souvent, n'aboutissent pas sur des faits qui, pourtant, sont problématiques dans les rapports entre la police et la population. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en la police pour régler des problèmes? Donner des leçons, comme vous le faites, monsieur, aux familles des quartiers populaires est inacceptable. Moi, je connais Pierre Eder, Bellevue, les quartiers de Brest. Et dans les quartiers de Brest, les parents, ils essayent de faire en sorte que dans le quartier, ça se passe bien. Allez, on arrive presque au discours de bourgeois condescendants, s'il vous plaît, c'est inadmissible. On arrive presque au terme de ce premier débat. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre également cette campagne, bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur France Bleu ou sur France 3 Bretagne, et sur le compte Instagram de France 3 Bretagne. Justement, vous pouvez notamment retrouver le ressenti des jeunes sur cette séquence politique qui commence. Leur mobilisation sera une des clés de ce scrutin. Nous nous sommes rendus cette semaine à Dinan pour recueillir des impressions. En voilà une, et vous allez voir, elle résume ce que beaucoup d'électeurs ressentent aujourd'hui. Nos ressentis, c'est tout simplement un ras-le-bol général. Le ras-le-bol général, le fait qu'on n'ait plus confiance en la politique. Déjà que nous, on est une génération où on a très peu eu de retour sur la politique. Là, c'est vrai que
c'est l'incompréhension totale de tout ce qui se passe en France. Voilà. Des personnes donc paumées. Alors que leur dire? Vous avez 30 secondes. Chacun. Qui commence? Jean-Charles Arfeneur. Moi, je crois qu'on peut avoir espoir dans cette circonscription. Elle est pleine de fierté, elle est pleine de talent, elle est pleine d'indépendance, elle est parfois un peu frondeuse, mais... Ils ne comprennent rien à cette séquence politique. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? À la dissolution, personne n'y comprend rien, je vais vous dire. Et la clarification, pas plus. La preuve, avec l'escogriffe en face. Bon, non mais sincèrement. Mais par contre, il faut répondre à ces gens-là. Et moi, je leur dis par exemple, je me suis battu pendant 7 ans pour des moyens de l'université. Je me suis battu pour leurs emplois pendant 7 ans. Et je vais continuer à le faire avec eux parce que j'ai espoir dans cette circonscription et parce que je veux le meilleur pour elles. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas pour qui ils vont voter finalement? Ils sont un peu perdus. Ils subissent la politique de M. Macron depuis 7 ans. Donc ils savent qu'ils n'ont rien à attendre de ce côté-là. On a le candidat du Front populaire, noyauté par LFI, qui ne leur propose que le chaos. S'ils veulent que les choses changent, voter Rassemblement national. Pierre-Yves Cadalin, le chaos? Oui, nous sommes dans un moment historique et lorsque l'extrême droite est aux portes du pouvoir, c'est la République qui est menacée. Donc j'en appelle tout le monde précisément à faire le choix de la clarté dès le 30 juin et le 7 juillet, c'est-à-dire celui de l'alternative positive du nouveau Front populaire. Je vois d'ailleurs dans la circonscription, dans les secteurs artistiques, culturels, dans les milieux syndicaux, citoyens, eh bien un grand espoir se lever. Soyons toutes et tous à la hauteur de cet espoir. Brest ne cédera jamais face au Rassemblement national. Tristan Brier, la dissolution a marqué, a décondensé, que ce soit les élus sur le terrain, les militants ou les sympathisants. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? La victoire est encore possible? Moi, je pense que les Français ont bien compris la situation. Il y a eu un moment de sidération la semaine dernière. Il y a le moment de réflexion cette semaine. Et il y aura le moment du choix la semaine prochaine. Et moi, je sais que les électeurs de la 10e circonscription ne sont pas des extrémistes. Et je les invite à voter pour le candidat officiel du bloc central investi. Vous cherchez le chaos et la division. Et de nous donner la force pour le 30 juin et le 7 juillet. 30 secondes pour vous, François Gouard. Je reprends l'idée du sentiment de sidération après la dissolution. Comme je suis gaulliste, je considère que ce que je vois, par exemple, dans les rues, c'est carrément de la chienlit. Et qu'il va quand même falloir reprendre nos esprits, revenir à quelque chose de plus raisonnable. Oui. Merci à tous. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Et vive l'audiovisuel public. Et d'avoir lancé cette soirée de débat. Je rappelle que 5 autres candidats sont également engagés dans cette élection législative sur Brest-Centre. Vous voyez leurs noms apparaître: Melvin Ita, Rémi Collard, Martial Kofi, Alain Rousseau et Geneviève Henry. Restez avec nous. Tout de suite avec vous, Valérie, un deuxième débat consacré cette fois-ci à la circonscription de Guingamp-Rostronin. On part dans les Côtes-d'Armor.